Alors là, c'est un livre qui est magnifique. Les apparitions mondiales d'humanoïdes de Eric Zurker. Là, c'est du lourd parce que le livre est énorme. C'est un très beau livre. J'ai tout lu. Sorti en 2018, je crois, fin 2018. Et là, franchement, c'est super. Rien à dire. Les apparitions mondiales d'humanoïdes d'Eric Zurker. L'auteur Eric Zurker, ou Zurcher, je crois que c'est Zurker, est l'un des créateurs du centre de recherche ufologique niçois, CRUN, le CRIN, qui est une des plus vieilles associations françaises encore actives, pour ceux qui ne savent pas. Il est diplômé en histoire ancienne et en histoire de l'art. Ce livre était entendu depuis des années, traitant essentiellement des humanoïdes observés à proximité des objets volants non identifiés, OVNI. Il est appelé à devenir le livre de référence en la matière. Donc, je vous le conseille parce que tu as des images, c'est plein d'histoires, le livre est magnifique. C'est une véritable monde. Ah, regardez déjà la taille, c'est pas déjà un petit livre. C'est un monde. Voilà. L'auteur s'intéresse à ce sujet particulier depuis plusieurs décennies. Il est considéré comme un de ses meilleurs connaisseurs sur le terrain, j'imagine, et puis même peut-être pas sur le terrain, mais bon. Après une première partie consacrée à représenter le problème dans son contexte historique, le cœur du livre expose plus d'une centaine de témoignages. Issus de toute la planète, ils sont répartis de 1944 à nos jours. Je crois que ça va jusque 2015. Tous sont brièvement commentés et accompagnés de nombreuses illustrations. Il y a 106 histoires dans ce livre. La dernière partie est sans doute la plus étonnante dans la mesure où Eric Zurker ne présente aucun modèle ou aucune hypothèse personnelle. Alors évidemment, je ne vais pas tout faire le livre. Je vais lire peut-être 5-10 histoires. Son analyse ne suit qu'un seul fil directeur. Existe-t-il dans cette manne informationnelle des aspects récurrents si oui, il pourrait indiquer certaines pistes. Des directions permettant de s'abstraire à minima des cadres conceptuels classiques et de l'effet anthropocentrique. De ce point de vue, cet ouvrage est d'abord une mise en forme de ce qui remonte du terrain et des conséquences qui en découlent. Nous découvrirons que la multitude des témoignages pointe une histoire assez différente que celle qui accourt habituellement. Le lecteur intéressé trouvera finalement de nombreuses réponses. Dans ce livre, des perspectives parfois stupéfiantes ou simplement effleurées du bout des doigts sur un sujet qui défie les lois de la raison. J'espère que les couleurs sont belles, parce que moi je crois qu'elles sont très belles. J'espère qu'il n'y aura pas de flou. Il y avait un petit flou juste avant, excusez-moi. Là, je vais vous lire une arme secrète. Il y a même le schéma, les dessins. Et c'est lui en plus qui fait les dessins, si je ne me trompe pas. Alors, mon père était un grand peintre. Je sais pas, 50 ans de carrière. Moi aussi, je dessine pas mal. Je vais voir les dessins que je fais. C'est des barques, des petits sous-bois, ça. Bon, bref. Lui, ce qu'il fait là, c'est autre chose, mais c'est vachement bien foutu. Une arme secrète, été 1944. Coselli, Custino, près de Lucca, Toscane, Italie, 15h30. Un témoin, un homme. Au cours d'une après-midi très chaude de l'été 44, alors que la Seconde Guerre mondiale traitait sur sa fin, le signor A, résidant à Coselli sur les collines voisines de Lucca, se rendit à la petite localité de Gustino pour couper du bois en prévision de l'hiver. Il est tout à son travail quand soudain il entendit un fort sifflement qui perdura pendant quelques minutes. Curieux, il se mit à chercher l'origine de cet étrange bruit et traversa un bosquet assez touffu qui lui permit de déboucher sur une clairière. À sa grande surprise, il vit alors un objet lenticulaire posé au sol. Cet engin pouvait mesurer une dizaine de mètres d'envergure et avait une forme ellipsoïdale. Un petit peu comme ça, vous voyez, ellipsoïdale comme ça, voilà, hop, ça remonte, ça descend. Faut vous allez le voir. Il était très lumineux, mais le signor A n'aurait pu dire qu'il s'y mettait lui-même cette lumière ou s'y reflétait simplement la lumière du soleil. Sa surprise augmenta encore quand il aperçut à proximité de l'engin deux êtres qui semblaient occupés de le contrôler ou le réparer. À ce stade, le témoin qui se trouvait à une quarantaine de mètres de la scène fut donc en mesure de l'observer parfaitement. Pourtant, il ne s'en émerveillait pas plus que ça. Un doute s'insinua dans son esprit, l'idée qu'il pouvait s'agir d'une de ces nouvelles armes secrètes allemandes ou peut-être américaines dont on commença à beaucoup parler en cette période de la guerre. Et ce sentiment était encore renforcé par l'allure de deux personnages qui se trouvaient à proximité. Ils présentaient des caractéristiques parfaitement humaines et même nordiques. Les deux êtres mesuraient 1,80 m, étaient blonds,
revêtu d'une combinaison genre militaire et ne portait rien sur la tête, ni casque, ni couvre-chef. A pensa subitement qu'il n'est pas très prudent de le rester là. Il s'agissait bien d'une arme secrète, personne n'aurait dû la voir, et surtout pas lui. Il fit donc demi-tour discrètement et retourna couper son bois. Le sifflement avait disparu, il ne vit pas l'engin repartir. Les jours suivants, il se garda bien de retourner dans la clairière, s'efforça à la longue d'oublier cette histoire. Alors, commentaire. Un cas vraiment intéressant, on aurait apprécié des détails supplémentaires sur l'engin, la couleur des combinaisons des personnages, le temps d'observation. Ces affaires de grands blonds et de relents en plein jour sont typiques des années 40-60. On songe instantanément au récit des contactés qui se répandront dans le sillage des histoires d'Adamski et Horton sont vénusiens. Ouais, ça c'est vrai. Pourtant, il ne peut être question de cela en 1944. À cette date, les personnages angéliques travestis en extraterrestres n'existent pas encore. Le contexte paraît plutôt se rapporter aux engins aériens nazis de la fin du conflit. Le témoin pense qu'il pourrait s'agir d'une de ces fameuses armes secrètes dont il a entendu parler. Les rumeurs circulent vite, même dans les campagnes. Craignant pour sa vie, il se retire prudemment, ainsi on voit que le sens de son observation est formaté par ce que la culture du moment lui suggérait. Un sceptique dirait certainement que ce brave homme s'était effectivement trouvé en présence d'un appareil allemand ou américain posé au sol, sauf qu'aucun des belligérants ne possédait ce genre d'engin lenticulaire, lumineux ou en acier poli. Déjà, il y a des gros doutes. Une hérésie d'un point de vue militaire. Et c'est peut-être aussi un engin spatial d'une technologie extraterrestre, récupéré pour faire un engin militaire. Presque un an auparavant, au col de Teguim en Corse, octobre 1943, deux résistants qui circulaient en moto avaient rencontré posé sur la route un objet lenticulaire très semblable qui luisait comme de l'aluminium poli. Deux êtres grands et blonds munis de combinaisons avec des larges ceintures à boucles se tenaient à côté. Les deux êtres réintégrèrent rapidement l'engin qui décolla dans le plus grand silence, se mit sur la tranche et fila en direction de la mer. Ces témoignages sont vraiment étonnants s'il en existe d'autres. Sans observation ou d'occupants, des RR-1, rencontre rapprochée du premier type, à courte distance et proche du sol, qui proviennent principalement du front de l'Est, ont été rapportés après-guerre par des soldats allemands. Après celui-ci survenu ce même été 44 à Toulon-sur-Arrouf, il préfigure ce qui va survenir dès 1946. Notez bien que dans ce sifflement insistant, il n'y avait pas eu d'observation. Voilà ce qu'il avait. C'est véridique ça, d'après la description. Alors, faut pas oublier que... Faut la mettre sur pause. Faut pas oublier qu'il y a des ovnis polymorphes. C'est-à-dire qu'ils prennent l'apparence d'un avion, d'un train, ils font ce qu'ils veulent. Et c'est peut-être aussi des vrais extraterrestres qui se sont basés sur des ovnis nazis pour faire croire que c'est des nazis. Vous comprenez le... extrêmement intelligent. Donc voilà. Le mimétisme et polymorphisme des ovnis, ça c'est Jean Sider, et c'est extrêmement intéressant. Qui se transforme en avion, ou ce que tu veux, bon bref. Ou par rapport à l'époque associée, je veux dire. S'il y avait un zeppelin, il y avait un ovni qui va se prendre la forme d'un zeppelin. Je vous jure que c'est vrai. Un ovni de type qui porte ce monde. Par contre, le zeppelin, il est de type humain. Voilà. Vous comprenez le truc où c'est juste que ça peut aller? Voilà. Ah oui, c'est très complexe. Hein. Les apparitions mondiales humanoïdes d'Eric Zorker. C'est vachement intéressant. Merci. Je voulais le faire, je l'ai fait. Je rencontrerai peut-être une dizaine d'histoires. Il y en a même qui sont extrêmement spectaculaires. Ça sera pour bien plus tard. Merci.